Le ciel de Téhéran vient de s'embraser. C'est une opération militaire conjointe israélo-américaine qui est en train de se dérouler. Et franchement, ça pourrait bien tout changer au Moyen-Orient. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé là, et surtout ce qui risque de se passer maintenant, eh bien on va décortiquer tout ça ensemble. Alors pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder les frappes sur Téhéran, ce qui s'est passé concrètement. Ensuite, on va prendre un peu de recul pour voir que cette attaque, en fait, on pouvait s'y attendre. Après ça, on va plonger en Iran même pour voir l'ambiance qui y règne. Puis, on élargit le cadre à toute la région, qui est clairement sur des charbons ardents. Et on finira bien sûr avec la grande question, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Allez, on commence tout de suite avec le premier point, les frappes sur Téhéran, une capitale sous le vent. Ok, donc tout a commencé très tôt samedi matin. 2 vagues d'explosions, elles ont secoué non seulement la capitale, Téhéran, mais aussi la ville de Qom. Et ça, ce n'est pas anodin. Qom, c'est vraiment le cœur religieux, le centre névralgique du régime. Donc en frappant là-bas, le message est très clair. Et quand on regarde les cibles de cette première vague, on comprend tout de suite que rien n'a été laissé au hasard. On parle de la résidence du guide suprême, du palais présidentiel et du QG du ministère des Renseignements. Ce sont les symboles ultimes du pouvoir. Ce n'est pas juste une frappe militaire. C'est une tentative de décapitation pure et simple du régime. Et puis il y a eu la deuxième vague. Là, les explosions étaient encore plus puissantes d'après les témoins, mais la grande différence, c'est que les cibles sont floues. On ne sait pas exactement ce qui a été touché à l'est et à l'ouest de la capitale. Et cette incertitude, bien sûr, ça fait partie du jeu, ça sème la panique, le chaos. Bon, cette attaque est brutale, c'est un fait. Mais est-ce qu'elle sort de nulle part ? Absolument pas. En fait, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Les signes avant-coureurs étaient là, et ils étaient même plutôt clairs. Regardez cette chronologie, tout s'est vraiment enchaîné très vite. En janvier, on a eu ces manifestations massives qui ont été écrasées dans le sang. Ça a déjà passablement isolé le régime. Début février, c'est l'échec des pourparlers de la dernière chance à Genève. La porte diplomatique se ferme. Et à partir de là, l'escalade devient quasi certaine. On le voit avec les signaux de la fin février. Les compagnies aériennes qui annulent leurs vols, Israël qui passe en alerte. C'était clair que quelque chose se préparait. Jusqu'au 28 février, le début de l'opération. Et c'est ça qui change tout par rapport à une attaque précédente, en juin 2025. À l'époque, ça avait été une surprise totale pour tout le monde. Là, pas du tout. Les services de renseignement, les mouvements militaires, tous les indicateurs étaient au rouge. On sentait que l'orage arrivait. L'opération était imminente. C'était une quasi-certitude. Maintenant, la question, c'est comment ça se passe en Iran même ? Comment le pays encaisse le choc ? Parce que la situation sur place est pour le moins explosive. On a un pouvoir qui semble complètement dépassé et une population dont l'humeur a radicalement changé. Au sommet du pouvoir, c'est la confusion la plus totale. On apprend que le guide suprême Khamenei n'était même pas à Téhéran. Il aurait été évacué vers un lieu sûr. Quant au président Pezeshkian, il y a eu des rumeurs disant qu'il avait été touché, avant qu'on le dise sain et sauf. Ce genre de communication chaotique, ça en dit long. Ça donne l'impression que le pouvoir a complètement perdu les pédales. Mais le plus fou, ce n'est peut-être pas la panique au sommet, c'est le changement d'ambiance dans la rue. On se souvient qu'en juin 2025, une attaque similaire avait provoqué la stupeur, la panique générale, les gens avaient été pris par surprise. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Non seulement l'attaque était attendue, mais pour certains, après la répression de janvier, eh bien, elle était carrément souhaitée. Et la clé pour comprendre ce revirement total, c'est ce qui s'est passé en janvier. La répression a été d'une brutalité telle qu'elle a créé une fracture, sans doute irréparable, entre le régime et une partie de sa population. La colère a atteint un point où, pour certains, un ennemi extérieur peut presque apparaître comme un libérateur. Évidemment, une opération de cette ampleur a des répercussions bien au-delà des frontières iraniennes. Toute la région est sous tension. Alors, regardons un peu les justifications officielles et les premières conséquences. Du côté américain, le discours est rodé. Donald Trump parle de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes. C'est la rhétorique classique de la frappe préventive, présentée comme une action purement défensive. Côté israélien, on monte encore d'un cran. Benjamin Netanyahou, lui, ne parle pas d'une menace imminente, mais d'une menace existentielle. Le mot est très fort. Pour Israël, ce n'est plus de la prévention, c'est une question de survie. Et c'est cette perception qui, de leur point de vue, justifie une opération d'une telle envergure. Et forcément, en Israël, on se prépare au pire. Le pays est en état d'alerte maximale, l'espace aérien est fermé aux vols civils, les écoles et les universités sont fermées, les rassemblements publics sont interdits. Et les citoyens ont reçu l'ordre de rester près des abris. Tout le pays retient son souffle en attendant la réponse de l'Iran. Parce que le grand danger, ce n'est pas seulement une riposte directe de l'Iran, la vraie force de Téhéran, c'est son réseau d'alliés dans la région, ce qu'on appelle les proxys. Et là, évidemment, tous les regards se tournent vers le plus puissant d'entre eux, le Hezbollah au Liban. Si le Hezbollah entre dans l'équation, alors on change complètement d'échelle.
Et au Liban, justement, c'est la peur qui domine. La peur d'être entraîné dans une nouvelle guerre qui serait dévastatrice. Mais il faut savoir que la population est très divisée. Il y a ceux qui espèrent une chute du régime iranien, et puis il y a ceux qui craignent au contraire que ça ne fasse que renforcer la position d'Israël dans la région. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante. Et maintenant, que va faire l'Iran? Va-t-il y avoir des représailles? Et jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Il faut se souvenir que depuis des semaines, le discours officiel iranien est sans ambiguïté. Les responsables n'ont cessé de répéter que la moindre attaque sur leur sol serait suivie d'une riposte immédiate et puissante. Pour le régime, c'est une question de crédibilité. Ne pas réagir, ça paraît presque impossible. Alors, est-ce que l'Iran a les moyens de cette riposte? Eh bien, sur le papier, sa capacité n'est pas négligeable. On parle de plus de 2000 missiles. Les stocks ont été refaits depuis les derniers affrontements. On soupçonne même qu'ils ont reçu de nouvelles armes de Russie et de Biélorussie. Mais, il faut être lucide, face à la puissance de feu américaine et israélienne, ça reste un combat très déséquilibré. Et les menaces iraniennes sont très précises. Le régime n'a pas seulement promis de se venger, il a déjà pointé du doigt les cibles potentielles. L'ensemble des bases militaires américaines dans la région, le porte-avions USS Abraham Lincoln qui est dans le secteur et bien sûr le territoire israélien. Le décor est planté. D'un côté, un régime iranien qui se sent humilié et qui a juré vengeance. De l'autre, une alliance américano-israélienne qui semble prête à aller plus loin. Alors, la vraie question n'est plus vraiment de savoir si l'Iran va riposter, mais plutôt comment et avec quelle intensité. Est-ce qu'on assiste aux premières heures d'une guerre régionale bien plus vaste? C'est toute la question.